tous. Merci d'être aussi nombreux de si bon matin. Au nom de toute l'équipe du musée, je suis très, très heureux de vous accueillir à ce colloque sur les musiques ashkénazes en France. Je serai bref, je voudrais simplement remercier Laure Schnapper, la présidente de l'Institut européen des musiques juives, et Hervé Roten, son directeur, d'avoir souhaité que ce colloque se tienne ici. Je dirais que c'est d'ailleurs un lieu assez naturel pour ça. C'est un lieu de diffusion des cultures du judaïsme dans toute leur diversité disciplinaire et diversité culturelle, géographique. Et donc c'est vraiment tout à fait sa place. Juste un mot un peu plus personnel au nom de l'équipe de l'auditorium pour dire qu'on est assez heureux de cette manifestation qui nous donne l'occasion d'entendre sous un mode un peu différent des artistes que nous défendons et que nous avons du bonheur à accueillir dans cette salle et qu'on entendra évoquer leur démarche, ce qui est un peu inhabituel et ce qui est rarement le cas dans les concerts. Et puis un dernier mot pour vous dire que ce qui est possible du point de vue culturel, de programmation culturelle, programmation temporaire dans ce musée, l'est beaucoup grâce aux adhérents. Donc je vous invite vivement à devenir amis du Mage. Comme il m'arrive de dire en boutade, c'est moins cher qu'une séance de psychanalyse et ça dure 1 an. Bonjour, donc merci beaucoup au musée de nous accueillir pour ce colloque. Dans la lumière. Oui, pardon. Et oui, alors donc moi je suis Jérôme Clair, donc je suis une sorte de caution académique du projet qui est né au sein d'une équipe de notre grande équipe de recherche qui s'appelle IREMUS, Institut de recherche en musicologie. Donc une petite équipe que j'anime et qui est musique et religion. Donc notre projet est parti il y a 2 ans, je crois, hein, et vous voyez, il a fallu 2 ans pour qu'on arrive à le réaliser. Alors moi, je suis très touché aussi d'être ici parce qu'il y a finalement assez peu de temps, j'ai suivi de près l'élaboration de l'exposition sur Thessalonique et la conclusion qui en était un concert magnifique. Et voilà que je me retrouve quelques mois plus tard, passant brutalement donc du monde séfarade au monde ashkénaze. Et donc vraiment, c'est un bonheur. Et je vais donner la parole à Hervé, qui va préciser un petit peu les choses sur le déroulement de ces 2 journées. Merci beaucoup. Merci Jérôme, et merci à Paul Salmona et à toute son équipe, Sophie Andrieux, Joseph Hirsch et toute l'équipe du Mage, de nous accueillir dans cet auditorium, dans ce lieu magnifique qu'est le musée. C'est vraiment un vrai plaisir. Merci. Antoine Erard et les régisseurs. Voilà, j'apprends ma leçon en même temps. Et donc, voilà, je voulais vous remercier d'être présents et d'être vraiment nombreux à ce colloque. Je voudrais d'abord préciser que ce colloque se tiendra sur 2 journées. Donc, nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui par le musée pour tout ce qui concerne les pratiques musicales, je veux dire entre guillemets profanes ashkénazes, c'est-à-dire tout ce qui est chanson yiddish et musique klezmer. Et demain, évidemment lundi, et ça se passera à l'auditorium de l'INALCO, nous parlerons plus spécifiquement de la liturgie ashkénaze, qui est aussi excessivement intéressante et variée. Je voulais juste, avant de passer la parole à Michel qui va nous présenter donc le programme de cette matinée. Oui, il y a 2 Michel, donc voilà, comme ça vous aurez le choix. Vous dire juste un mot que c'est assez émouvant parce que le dernier vraiment congrès ou colloque international qui s'est tenu sur les musiques juives en France, c'est passé en 1957, donc ça remonte à vraiment très longtemps, et c'était Léon Algazi qui avait organisé ce colloque. C'est aussi un hommage qu'on peut lui rendre. Léon Algazi, dont nous avons d'ailleurs des documents importants sur le D-Book dans cette exposition. Léon Algazi, un grand monsieur de la musique juive, et il y avait ce colloque qui a duré plusieurs jours, ça a été 1 semaine entière, des musicologues, mais des musiciens aussi prestigieux, des compositeurs comme Darius Milhaud, Alexandre Tanzmann, et qui ont vraiment parlé de ces musiques-là. Malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas de captation, il n'y avait pas d'Internet, donc on n'a pas de traces de ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé réellement, à part quelques archives. Mais aujourd'hui, on va pouvoir, à notre modeste niveau, essayer de combler un peu ça, puisqu'il y aura une captation et qui sera disponible pour les générations futures. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite par avance un très bon colloque et une très bonne journée. Merci Hervé. Alors bonjour, bienvenue pour inaugurer ce beau colloque.
Et j'ai donc l'honneur et le plaisir d'être aux manettes de la première matinée qui va être consacrée, vous vous en doutiez peut-être, à la chanson yiddish en France. Une chanson importée par la vague américaine. Cette chanson yiddish apparaît dans les années 20 et imprègne très vite le théâtre, les chorales, les récitals. Cette matinée est donc consacrée tout d'abord à la chanson dans le théâtre yiddish, puis au renouveau de la chanson yiddish à partir des années 70, puis à une évocation des grandes chorales yiddish parisiennes, et autres d'ailleurs, pas que parisiennes, et à leurs émules, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a toujours beaucoup. Et pour finir, nous présenterons la génération montante de la chanson yiddish qui se produit sur tous les territoires de France et de Navarre. Alors, je suis particulièrement heureuse de recevoir à cette session Michel Vormhoff-Levitt, docteur en études théâtrales et licencié en philologie romane, journalisme et musicologie de l'Université libre de Bruxelles. Votre thèse, intitulée « La judéité entre en scène, le théâtre yiddish de l'entre-deux-guerres à Paris, 1919-1939 », étudie, sous un angle ethno-scénologique, le nomadisme transnational et diasporique de l'identité juive, Yiddishkeit, projetée par la circulation occidentale du théâtre yiddish de l'entre-deux-guerres. Michel, vous avez bien sûr choisi d'évoquer l'aspect musical de ce théâtre. Aussi, votre communication s'intitule-t-elle « Entre scène et partition, la musique du théâtre yiddish de l'entre-deux-guerres à Paris ». Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Je remercie les organisateurs de ce colloque et en particulier Michel Taubert pour m'avoir offert l'opportunité de présenter une nouvelle perspective sur la musique ashkénaze. Donc celle du théâtre, comme Michel vient de le dire, à Paris pendant l'entre-deux-guerres. Ma contribution est donc basée, comme il l'a dit, sur ma thèse que j'ai soutenue en décembre 2023, portant sur le théâtre yiddish à Paris pendant cette même période, avec une attention particulière, merci, une attention particulière à la mise en scène de la judéité. Comme nous ne disposons que d'une demi-heure pour un sujet très très vaste, je vais me concentrer sur les éléments essentiels, donc à savoir les origines musicales du théâtre yiddish, Paris, carrefour des influences, le rôle incontournable de la musique, les genres, formes et thèmes musicaux, les influences internes et externes, le théâtre artistique et populaire, et enfin la Yiddishkeit et l'héritage de la musique au théâtre. Donc tout ceci avec l'objectif de vous immerger dans cet univers musical qui est absolument passionnant, vous allez l'entendre. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui c'était, mais il a dit « Sans musique, il n'y a pas de théâtre yiddish ». Et il avait raison. La musique est véritablement le cœur battant de ce théâtre. Le morceau que vous venez d'entendre est extrait d'un CD exceptionnel, absolument exceptionnel, qui regroupe des morceaux accompagnant une série de pièces du théâtre académique juif de Moscou, jouées entre 1922 et 1938. Ces enregistrements, en fait, ont été préservés et compilés par le professeur Mel Gordon de l'université de Berkeley en Californie en 2001.
à une époque où beaucoup de chercheurs, surtout aux États-Unis, ont tenté de retrouver les traces de cette musique dont il ne subsistait rien, ou presque, après la Deuxième Guerre mondiale. Que la musique soit au cœur du théâtre yiddish moderne n'est pas un hasard. Le théâtre yiddish est né du cabaret musical, très influencé par le Purim-Spiel. Des batronymes, donc ces conteurs et musiciens itinérants, se déguisaient pour leur rôle dans des scénettes avec des chansons humoristiques ou sentimentales, créant un lien très fort avec leur public. Ces artistes, comme les Brother Singers, donc littéralement les chanteurs de Brody, se produisaient dans les caves à vin, les cours d'auberge, des places publiques et animaient des fêtes telles que les mariages, comme illustrés à l'écran. C'est Abraham Goldfaden, considéré comme le père du théâtre yiddish moderne, qui a su saisir cette énergie musicale en recrutant ces artistes itinérants pour fonder la première troupe professionnelle en Roumanie en 1876. Depuis, ce théâtre n'a pas cessé d'évoluer tout en gardant la musique comme noyau de la performance, que ce soit dans sa forme artistique ou populaire. Comme nous allons le voir, cette fusion entre narration et musique reste un élément fondamental du théâtre yiddish. L'on pourrait dire que c'est vraiment un théâtre musical qui lui donne son caractère unique. Entre 1919 et 1939, Paris, alors considérée comme la capitale de l'art et du divertissement, devient un véritable pivot de l'Europe occidentale pour le théâtre yiddish. La communauté juive, la deuxième en Europe après Varsovie, y compte 150 000 personnes, dont 50 000 sont établies de longue date et 100 000 immigrés de l'Europe de l'Est entre 1880 et 1925. Excusez-moi. L'effervescence est extraordinaire, mes recherches absolument extraordinaires, puisque mes recherches ont révélé, contre toute attente, près de 1000 pièces différentes jouées dans quelques 60 salles de spectacle, lors de 4000 représentations sur la période envisagée, ce qui prouve bien que ce théâtre n'occupait pas le rôle marginal qu'on lui prêtait avant mes recherches. Donc l'offre combinait de grandes troupes itinérantes et des productions populaires ou commerciales locales plus modestes. La musique y est omniprésente, en particulier dans les genres populaires comme l'opérette et les mélodrames qui captivaient les masses. Dans ces pièces, la musique dépasse l'accompagnement, jouant un rôle d'agent dramaturgique, émotionnel et culturel. Dramaturgiquement, elle rythme l'action, elle enrichit les personnages et marque les moments clés. Émotionnellement, elle rappelle l'Alterheim, donc le lieu d'origine, donc la maison d'antan, éveillant souvenirs et nostalgie et créant un lien intime avec le public. Culturellement, elle incorpore le folklore klezmer et les chants liturgiques, préservant les traditions et offrant une esthétisation à effet thérapeutique. Voici un exemple type de l'importance de la musique au niveau dramaturgique. On va voir les trois éléments l'un derrière l'autre. Le théâtre académique juif de Moscou, donc le Gosset, cette cassette, était venu représenter cette pièce au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris pendant sa tournée européenne en 1928, récoltant un succès extraordinaire, tant auprès du public juif que non juif. Dans cette scène, la musique annonce l'arrivée de Bobbe Joachne, la sorcière interprétée par Salomon Michoels, bien que dans l'image que vous voyez, ce soit Maurice Schwartz du théâtre d'art yiddish, mais je trouvais l'image tellement parlante que j'ai utilisé celle-ci. Il s'agit d'ailleurs d'un témoignage assez émouvant, sachant que Michoels est considéré comme l'un des plus grands acteurs du théâtre yiddish de l'époque. Avec ces mots, donc, je suis Bobbe Joachne, donc ich bin Bobbe Joachne. La sorcière révèle son complot contre Mirele, qu'elle compte aller vendre sur le marché pour une belle somme d'argent. Et la musique accompagne donc son entrée en scène, créant une atmosphère inquiétante qui accentue la tension dramatique de cette scène.
Un autre exemple assez fascinant est celui du roi Lear, une adaptation yiddish de Shakespeare qui était, avec Tolstoï, l'auteur étranger, on va dire, le plus traduit en yiddish. Dans cette scène, Salomon Michels, encore lui, incarne le vieux roi qui entre pour rencontrer ses filles et leur annoncer la division de son royaume. Sa démarche est lourde, il avance tête baissée et ne regarde personne. La musique sombre et menaçante anticipe les conflits qui se dessinent et se transforme en marche solennelle, renforçant la gravité de ce moment décisif. Dans les voyages de Benjamin III, une autre pièce représentée par le Gosset donc à Paris en 1928. Gosset, c'est donc l'autre nom pour le théâtre juif le théâtre académique juif de Moscou. Donc à Paris en 1928, Mendel raconte l'histoire de deux personnages naïfs quittant leur shtetl natal pour un grand voyage à la découverte d'Israël. Épuisés et affamés, ils finissent par s'endormir sur deux bancs, plongés dans un rêve de festin. La musique orchestrale de Lev Pulver, douce et apaisante, les berce et les transporte dans un monde de Kartoffeln et de gefilte Fisch. Elle accentue à la fois la tendresse de leurs rêves et la tristesse de la réalité, capturant l'essence de leur quête. A gute Nacht, Binyamin, du Schloss. Schloss. Sender und du Schloss. Schloss. Gehackte Leberle, gefüllte Fisch, Senderl, mit Creme, es ist gut, Senderl. Gut, Binyamin? A gute Nacht. A gute Nacht. Passons maintenant au pilier émotionnel, avec Leben im Shtetl, qui signifie la vie dans le shtetl. Ce type de musique utilisé dans les pièces de théâtre nous transporte dans les villages juifs d'Europe de l'Est, évoquant les souvenirs d'un temps révolu et une vie communautaire empreinte de tradition. La mélodie nostalgique rappelle les joies et les peines du quotidien. Ce lien émotionnel puissant fait ressurgir l'identité collective, en maintenant vivantes les racines culturelles de la communauté.
Une autre évocation émotive de la vie dans le shtetl rappelle l'univers pictural de Marc Chagall. Belz, mein Shtetl Belz est une chanson yiddish nostalgique qui évoque avec tendresse la ville de Belz, située en Ukraine. Interprétée pour la première fois dans les années 30, dans 1930, elle est devenue un classique du répertoire yiddish, symbolisant l'attachement à l'Alteheim, donc la patrie d'origine. La chanson dépeint les souvenirs d'enfance et la beauté du village, avec ses ruelles, ses maisons simples et les habitants chaleureux. Elle incarne la mélancolie et la nostalgie d'un monde révolu, ravivé par la mémoire et l'amour des racines. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi une illustration de Chagall, puisque c'est lui qui avait créé les premiers décors et costumes pour le théâtre académique juif de Moscou en 1919 déjà. In meine Kinderjugend pinkt wie ein Hulem, weht mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, durch Platz in dus Heimale, wo sie hab gepflanzt, oi, 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 Belz. Mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Et donc, c'est ce type de chanson qu'on pouvait retrouver dans le théâtre, donc que ce soit Belz ou un autre shtetl. Donc, c'est pour vous donner l'atmosphère générale de ce type de chanson. Alors, sur un autre registre, donc une autre illustration de Chagall, voici un extrait d'un Schlaflied, une berceuse, comme on a pu en entendre dans l'opérette Das Jiddische Herz, où une mère reconnaît le fils qu'elle avait abandonné, l'enfant, lorsqu'il lui chante cette chanson. Avec ses paroles apaisantes, Schlof, 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 berce l'auditeur dans une atmosphère de tendresse et de nostalgie. La musique douce et enveloppante incarne la chaleur et la sécurité d'un foyer, rappelant l'intimité d'une mère chantant pour endormir son enfant. Alors, le troisième pilier, donc le pilier culturel, nous renvoie au trésor de la culture yiddish. Un exemple est le mitzvah-tanz, traditionnellement présent au mariage juif, où les proches, comme le père ou le grand-père de la mariée, dansent avec elle en tenant un mouchoir, symbolisant la bénédiction et la transmission de la tradition. Donc, dans une ambiance festive, le mitzvah-tanz est rythmé et joyeux, surtout lorsque les invités sont priés de participer, comme vous allez l'entendre.
Alors, un autre exemple, Tanzt, Jiddeler Tanzt, est à la fois le titre d'une revue jouée par le Warschauer Kleinkunsttheater, donc die Jiddische Bande, une troupe de cabarettistes itinérants de Varsovie, et le titre d'une chanson qui était devenue un véritable tube. C'est une chanson festive et entraînante qui signifie « danser, petit juif, danser », avec une mélodie rythmée issue du folklore juif ukrainien. Donc, elle invite à danser à la célébration malgré les épreuves de la vie. Donc, d'abord jouée pendant 2 mois d'affilée à Paris en 1938, la pièce fut reconduite pendant 1 mois à la demande du public. Ce collectif s'est produit au théâtre Lancry, ce théâtre yiddish mythique dans le 10e arrondissement et au théâtre des Folies Belleville dans le 20e arrondissement, où vivait la plus grande partie du prolétariat juif immigré. Alors, Shabbat connaît pas. Les théâtres étaient ouverts le vendredi soir et accueillaient un public juif en mal de sociabilité et de remémoration de ses racines communes. Donc, par ailleurs, cette pièce fait écho, d'ailleurs, de là, cette illustration, elle fait écho au plus grand succès populaire de l'entre-deux-guerres à Paris, donc, j'insiste, succès populaire, Die Rumänische Chassene, donc le mariage roumain, joué d'innombrables fois dans une dizaine de théâtres différents à Paris. Alors, passons maintenant à un autre moment de célébration avec un Freiler. C'est une danse traditionnelle juive pleine de vie et d'énergie, souvent exécutée au théâtre yiddish. Comme son nom l'indique, le Freiler symbolise la joie collective, souvent interprétée lui aussi lors de mariages ou de fêtes. Ce type de musique entraînant et rythmée invite tout le monde à danser et à se réjouir ensemble. Dans cette pièce populaire anonyme, les pièces que vous voyez à l'écran, les personnages sur scène se laissent emporter par la musique, reflétant la gaieté et l'esprit communautaire des Stettler. Donc, comme vous avez pu l'entendre, la musique dans le théâtre yiddish est très variée en matière de genre, de forme ou même de thème. Elle se divise principalement en 2 grandes catégories, on pourrait dire donc la musique orchestrale et la musique vocale. La musique orchestrale inclut le klezmer, les compositions originales et la musique vocale. Pardon, et les mélodies cantoriales. Elle est souvent utilisée pour créer des atmosphères, qu'elles soient festives, dramatiques ou spirituelles, et accompagne les actions ou les moments clés des pièces de théâtre d'art, comme nous venons de le voir. La musique vocale, par contre, quant à elle, fait généralement appel à des airs folkloriques traditionnels et des chansons qui explorent les thèmes universels tels que la nostalgie, l'espoir, la vie quotidienne.
Elle comprend des berceuses, des complaintes, des chansons de célébration ou de travail. Le théâtre yiddish s'inspire de traditions musicales juives, comme on l'a entendu, intégrant des éléments liturgiques, folkloriques et des adaptations modernes. Les chants liturgiques ou cantoriaux ajoutent une dimension spirituelle. Empreints de ferveur et de supplication, ils évoquent des émotions intenses liées à la foi et l'identité. Iskadal ve'iskadash, Iskadal ve'iskadash, wie vor seinen Scheunenstern soll geheiligt sein die Schor. Mire Bahaweinen Zion Rash, Iskadar ve'iskadar. En parallèle, le klezmer, avec ses airs festifs ou mélancoliques, joue un rôle central dans les pièces plus joyeuses ou populaires. Les instruments typiques comme la clarinette et le violon apportent une couleur musicale unique, évoquant les fêtes de village et la culture du shtetl. Enfin, les adaptations de la musique yiddish mélangent influences classiques et populaires avec les airs traditionnels, créant un style hybride. Cela rend le théâtre yiddish plus accessible et attrayant pour un public élargi. En réinventant la musique tout en respectant ses racines, ces adaptations offrent un témoignage vivant de la culture juive. Dans le théâtre yiddish, la musique varie considérablement entre les productions artistiques et populaires, vous allez le voir. Alors que les petites troupes se faisaient accompagner par 2 ou 3 musiciens au violon, à la clarinette, à l'accordéon, le théâtre d'art, plus élaboré, employait généralement un grand orchestre, parfois jusqu'à 20 musiciens, créant des atmosphères complexes et immersives, souvent nécessaires pour les productions ambitieuses ou plus intenses. Les compositeurs collaboraient alors étroitement avec les metteurs en scène pour que la musique serve la dramaturgie. Ce travail de composition se faisait souvent de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, avant de revenir en Europe sous forme de partitions ou de disques. Enfin, certains compositeurs comme Enor Kohn et Lev Pulver ont fait le choix de rester en Europe et ont même travaillé pour le cinéma. Donc, je vous rappelle que c'est Enor Kohn qui a créé la musique de film pour le D-Book, ici présent à l'étage. Je vous propose maintenant d'écouter quelques extraits de musique orchestrale pour le théâtre d'art, parfois accompagnés de la voix, et je passerai ensuite au théâtre populaire. Donc, dans les voyages de Benjamin, qu'on a déjà entendu précédemment, de Mendelmeicher Sforim, Lev Pulver a composé le leitmotiv du Luftmensch. Donc, c'est un rêveur idéaliste, souvent en décalage avec la réalité. Ce terme, devenu emblématique dans la culture juive d'Europe de l'Est, décrit ceux qui, malgré leur intelligence, peinent à prospérer matériellement. Benjamin III, un Luftmensch, part pour un voyage illusoire avec Sandal, symbolisant la poursuite de rêves impraticables. Donc il cherche la terre d'Israël. Dans le gros lot de Sholem Aleichem, représenté par le Gosset à Paris en 1928, Schiebele Soroker, un tailleur pauvre, gagne une fortune, mais la perd vite, retrouvant finalement la simplicité et le bonheur.
La chanson folklorique humoristique Mit a Nodel, on a Nodel, donc avec aiguille, sans aiguille, illustre ce personnage et son lien avec la pauvreté et l'espoir. Elle symbolise la lutte pour survivre où l'aiguille devient un outil de subsistance et un symbole de fragilité, rappelant que même de petits objets peuvent inspirer espoir et résilience. Je n'ai pas trouvé l'enregistrement original de la mélodie, et les paroles font partie du patrimoine ashkénaze de chansons de travail. Donc sans doute, sur scène, à ce moment-là, la musique a été retravaillée par Poulver. Mit a Nudel und a Nudel, meich mir de Kuvet Gudel. Mit a Nudel und a Nudel, meich mir de Kuvet Gudel. In as ich hab a Nudel mit a Fudel, neich mir rub die schönste Begudel. Mit a Nudel und a Nudel, neich mir bekuvet Gudel. Mit a Nudel und a Nudel, neich mir bekuvet Gudel. La chanson Nicht Schimmele, pas Schimmele, explore le thème du changement d'identité. Dans cette scène, Schimmele, interprété par Salomon Michaels, qui se fait désormais appeler Senior Makarovitch, un nom qui sonne plus prestigieux et cosmopolite, reflétant son désir d'ascension sociale et de respectabilité, invite les bourgeois de sa ville pour célébrer sa nouvelle fortune. Donc vous avez, je suppose, reconnu l'air. Il accompagnait la scène de bal, donc cette scène-là, dans le gros lot, hein, dans la même pièce toujours. Le titre Cher est un mot yiddish qui se réfère à une danse folklorique traditionnelle juive, souvent associée à des mariages et à d'autres célébrations communautaires. Elle fait partie du répertoire klezmer et de la culture juive ashkénaze, particulièrement en Europe de l'Est. Le mot Cher signifie ciseau et fait référence au mouvement de la danse en carré qui rappelle à la fois les mouvements de ciseaux utilisés par le tailleur et ceux donc ici dans la pièce par le tailleur. La chanson Gourle, Destin, explore le thème, toujours dans la même pièce, explore le thème de la fatalité dans l'œuvre de Sholem Aleichem. Redevenu pauvre, Schimmele déplore un destin contraire, illustrant une croyance répandue dans la culture juive de l'Europe de l'Est, où la providence est souvent évoquée avec un humour sombre. L'auteur rappelle ainsi que, malgré les efforts, certains aspects de la vie restent hors de contrôle, un message universel résonnant avec l'expérience des communautés juives de l'époque. Alors, dans La sorcière d'Abraham Goldfaden, interprétée par le Gossette à Paris en 1928, la musique orchestrale de Joseph Acron
ou Akron, s'accompagne elle aussi de la voix. Une nouvelle fois celle de Salomon Michoels. La chanson de Hotsmach est un moment emblématique qui incarne l'esprit humoristique et satirique de l'œuvre de Goldfaden, qui avait lui-même composé la musique à l'origine. Donc, il utilise cette chanson pour développer le personnage de Hotsmach, donc un charlatan au centre de cette comédie. Ce personnage est un escroc qui prétend avoir des pouvoirs magiques, exploitant la crédulité des autres à des fins personnelles. Alors, en revanche, le théâtre populaire yiddish destiné à un large public se distingue par un accompagnement musical simple, souvent un violon ou une clarinette. Il privilégie la chanson avec des thèmes comme l'exil, l'immigration, le travail, la romance ou la vie quotidienne. Ces chansons, que l'on pourrait qualifier de pop ethnique, utilisent souvent des mélodies existantes très plébiscitées, juives ou même françaises, avec de nouveaux textes. Les directeurs de théâtre populaire affichaient d'ailleurs le nombre de ces numéros pour attirer le public. Il y en avait parfois jusqu'à 20 dans la même pièce. Et in fine, le public venait plus pour les chansons que pour la pièce elle-même. Dans le domaine des chansons populaires et de l'évolution de la musique yiddish, la transcription et la préservation de la musique juive traditionnelle se développent à la fin du XIXe siècle et s'accélèrent grâce à des initiatives ethnographiques en Europe de l'Est, comme celle de la Société historique ethnographique de Saint-Pétersbourg, pilotée par Sholem Ansky. Je vous rappelle, donc c'est l'auteur du e-book, contribuant à l'étude du folklore juif. Beaucoup de musiciens vont aux États-Unis et New York devient un véritable centre de développement du théâtre yiddish, spécialement à Broadway, fusionnant donc où il se crée des chansons qui font appel au ragtime, au jazz, qui font fureur à cette époque. Donc cette nouvelle vague, inspirée par la quête de la Golden Medine, la terre des opportunités, du rêve américain, fait partie de cette mouvance. Donc dans sa chanson fétiche, dont elle a écrit elle-même les paroles, Abi Gesund, Molly Picon, qui est venue à Paris donc en 21, en 31 et en 32, célèbre avec humour l'importance de la santé, rappelant la relativité des défis de la vie. Donc à travers ce florilège de la musique orchestrale et vocale dans le théâtre artistique et populaire, vous aurez compris que la musique du théâtre yiddish est bien plus qu'un simple accompagnement. Elle incarne l'identité ashkénaze ou la yiddishkeit. Préservant la mémoire culturelle, elle évoque la nostalgie des racines perdues ou abandonnées et capture les émotions de la diaspora. Véritable langage universel, elle relie acteurs et spectateurs autour de la résilience et de la joie. Le concept du Pintele Yid, cette essence spirituelle juive indestructible, symbolise une flamme intérieure qui résiste à l'oubli et à l'assimilation.
a fremder bist ja gern. Donc le théâtre yiddish, avec sa richesse musicale et culturelle, reste un témoignage puissant de la résilience et de l'identité juive ashkénaze. Que ce soit à travers la musique orchestrale ou les chansons populaires, il conserve l'âme de la communauté tout en intégrant des influences locales comme le jazz. Ce processus d'adaptation témoigne de la capacité de la culture yiddish à rester vivante et pertinente, même en dehors de son berceau européen. Aujourd'hui, ce théâtre reste un vecteur de mémoire et de transmission culturelle, véhiculant des émotions universelles et un sentiment d'appartenance qui continue de toucher des générations, assurant ainsi la pérennité de cette expression unique. Donc pour conclure, je vous laisse avec cette belle réflexion sur le théâtre yiddish de Jacob Kalisch, qui était donc le mari et l'impresario de Molly Picon. Il disait « Le théâtre est comme une synagogue, seulement au lieu de prêcher au peuple, nous chantons pour lui. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour ce magnifique panorama de la musique dans le théâtre yiddish. On a vraiment voyagé entre tous ces lieux et toutes ces musiques et tous ces grands compositeurs et acteurs du théâtre. Et nous allons maintenant ouvrir, si je puis exprimer ainsi, le bal des tables rondes. Et j'ai le grand plaisir de convier ici même Talila et Laurent Greenspan, avec lesquels nous allons évoquer le renouveau de la chanson yiddish à partir des années, disons, 70. Voilà, une toute petite introduction pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, à partir des années 70, un mouvement de retour, en gros 70, fin 60, mouvement de retour à la langue, à la culture yiddish se dessine en France. La chanson yiddish s'incarne à travers des chanteurs et des chanteuses, des musiciens accompagnateurs et compositeurs, et des créateurs de ce qu'on pourrait nommer, après tout, pourquoi pas, la nouvelle vague de la chanson yiddish. Comme le souligne Hervé Rotten, ici présent, dans le livre d'introduction au CD de Jacques Grobert, produit par l'IEMJ, Institut européen des musiques juives, je cite, « Mai 68 marque le début du courant folk qui prône une reconnaissance des particularismes culturels régionaux et des langues minoritaires. Les musiques bretonnes, basques, corses et yiddish sortent peu à peu de l'ombre. » C'est à peu près à cette époque, vers 66-67, que quelques musiciens issus des mouvements de jeunesse juive fondent le groupe Kol Aviv, qui interprète des musiques, des danses, des chants hébreux et yiddish. Le groupe va obtenir en 73 la reconnaissance du grand public avec l'inoubliable séquence du film Rabbi Jacob de Gérard Horry, dans lequel Louis de Funès interprète une danse racidique aux côtés des danseurs de Kol Aviv sur une chorégraphie de Ilan Zawi et une musique de Philippe Gumplovitch et Vladimir Kosma. Au début des années 70, les chanteurs yiddish en France sont peu nombreux et font pour la plupart partie d'une génération née avant la guerre. Je cite Sarah Gorby, Leia Fischer, Genia Fireman, Lionel Rochman, Ben Zimet, et c'est alors qu'apparaît Talila. Talila, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Vous incarnez, on peut le dire, la chanson yiddish en France à travers vos nombreux albums, pour n'en citer que quelques-uns. Yiddish, Le Chant du Monde, Papyrossen, Yiddish Café, Enfance, Mon Yiddish Blues, Le Temps des Bonheurs, sans oublier Notre langue d'intérieur, un ouvrage composé de textes qui ont accompagné vos récitals, ainsi que d'inédits. Vous êtes aussi l'interprète inoubliable de la chanson du film La Passante du Sans Souci de Jacques Ruffiot, et vous êtes également comédienne de théâtre. Alors, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venue à chanter en yiddish? C'est-à-dire que vous avez tout dit déjà. Donc je ne sais pas. J'ai écrit un petit quelque chose parce que quand même, improviser c'est difficile. Bon, alors oui, c'est vrai que vous avez tout dit. Donc je suis une enfant de l'immédiate après-guerre. Vous avez cité ceux qui étaient avant, tant mieux, j'en fais pas partie. Héritière donc de ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire héritière des pleurs, des rires, de la peur,
Héritière d'une langue qu'on entend mais qu'on n'apprend pas. Vous avez eu un petit exemple là, parce que c'est moi qui chante le fameux Bells et j'avais honte de l'entendre. C'est un des premiers enregistrements avec Kol Aviv. Je ne connaissais pas encore vraiment très très bien le yiddish, etc. La voix n'était pas vraiment posée. J'espère avoir fait mieux depuis. Donc, une langue qu'on entend mais qu'on n'apprend pas, puisque nos parents nous parlaient yiddish et nous leur répondions en français. Et ils n'avaient pas du tout l'intention de nous apprendre cette langue, comme dans certaines familles beaucoup plus intellectuelles. Par exemple, chez les Waldman, on parlait yiddish et on enseignait la langue aux enfants. Les Waldman, la famille de Rachel Hertel. Voilà. Une langue qu'on entend mais qu'on n'apprend pas, de la musique qu'on écoute sur de vieux disques ou au bal de la société, interprétée par des chanteurs qui semblent en faire trop, avec des sanglots dans la voix, on a pu en entendre pas mal là, pour les femmes, et quelque chose de nasillard et rigolo pour les hommes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entendait chez moi, rue Truffaut. Héritière de tout ce à quoi on voudrait échapper. Alors, forte de mon arrogance de la jeunesse, car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est jeune, on est très, très arrogant. Je me lance et on verra bien. Il y a d'abord le mouvement de jeunesse, où on est censé se débarrasser des oripeaux de la honte, se reporter à mon texte, page 53, comment je suis devenue sioniste, dans un livre qui s'appelle Notre langue d'intérieur. Et c'est là que tous ceux qui ont des velléités artistiques peuvent les exprimer et fourbir leurs armes. Les danseurs dansent, les gratteurs de guitare grattent, les stars de la flûte à bec soufflent et les comédiens jouent, souvent faux. Je deviens la chanteuse du groupe Kol Aviv, où se retrouvent des anciens des mouvements de jeunesse. Je chante en hébreu, évidemment, alors que je ne connais pas cette langue, qui ne tardera pas à me sembler étrangère. Et petit à petit, je vais introduire une petite chanson yiddish qui m'est bien plus familière, puisque je l'entends à la maison. Je ne sais pas encore à l'époque que le yiddish est une vraie langue, bien plus riche et subtile que je ne le crois. Il me reste à tout apprendre, et d'ailleurs, je n'ai pas encore fini de le faire aujourd'hui. Il y a le travail de la voix, bien sûr, le travail sur la langue yiddish, l'écoute des anciens chanteurs qui ont tant à nous apprendre. J'écoute avec ravissement une chanteuse comme Isa Kremer, avec sa voix merveilleuse de soprano, qui était née en 1887 à Bells et qui est morte en 1956 en Argentine. C'est sans doute elle, la première chanteuse yiddish à se produire sur une scène et à faire vraiment le tour du monde avec ses petites chansons. Évidemment, la facétieuse Molly Picon, que vous avez pu entendre dans Abby Gesund aux États-Unis, qui me fait adorer les chansons du théâtre musical yiddish américain et dont je ferai grand choix. Sarah Gorby, que vous avez citée, à la fois impressionnante et très kitsch, et son disque mémorable des chants du ghetto, accompagné par les structures sonores des parents de Teddy Lasry. Ben Sion Wittler, pour les hommes, m'impressionne beaucoup, chanteur, compositeur, comédien. Lui aussi, il est né à Bells en 1907 et est mort en 1961. C'est une sorte de crooner au vibrato qui donne des frissons. Alors, il ne faut pas oublier que les années 70, cela aussi, Michel, vous l'avez dit, voit le renouveau des langues régionales. Le breton devient à la mode et Alan Stivell est le premier chanteur professionnel à utiliser la langue bretonne. La mode est aussi au chant polyphonique corse. Pourquoi la chanson yiddish ne ferait pas partie de cette renaissance? D'autant plus que dans ces années-là, Israël et les Juifs ont une image positive et leur folklore se fait entendre dans les radios nationales et mieux encore à la télévision. On n'appelle plus cela d'ailleurs folklore, mais musique du monde,
cela sonne moins ringard. Je me souviens que la troupe Colavive, par exemple, est invitée au moins 3 fois dans cette émission qui s'appelle Le Grand Échiquier, une émission très regardée, animée par Jacques Chancel, où je chante un peu de façon ridicule, bravement, un Rebbe Meiler en tapant bêtement dans les mains. Impensable de nos jours. Je ne parle pas de l'interprétation, mais de l'invitation à la télévision. Nous participons aussi à la foire au vin de Nantes, où nous représentons le pays, nous représentons Israël. Encore plus impensable maintenant. La liste est longue des scènes qui s'ouvrent à la chanson yiddish et permettent d'échapper à l'entre-soi communautaire. Mais cette renaissance n'aurait pu avoir lieu sans le talent, la créativité, l'originalité, le génie, sans a priori, de certains musiciens qui ont mis toutes leurs qualités au service des chansons yiddish, en tant qu'arrangeurs et accompagnateurs. J'avais d'ailleurs coutume, à l'époque, de dire qu'on faisait du neuf avec du vieux. J'ai eu la chance de côtoyer ces musiciens et de faire un grand bout de chemin avec eux. Et si j'ai fait quelques progrès, c'est à eux que je le dois. Je citerai bien sûr Eddie Schaff, pianiste et accordéoniste génial, inventeur d'harmonie, hors norme à tout point de vue, et Teddy Lasry qui apportait son souffle surhumain à la clarinette et rendait originales et singulières les chansons les plus rebattues, sans parler de son sens inné du swing, lui qui venait du monde du jazz et de l'improvisation. Certains composent aussi, comme Eddie Schaff ou Pigné Fogel, sur des poèmes de grands auteurs yiddish comme Itzik Manger ou Moshe Nadir. Il y a donc une certaine effervescence autour de la chanson yiddish, mais il n'empêche que la question qui m'était très souvent posée à l'époque, et même encore quelquefois maintenant, même par des locuteurs du yiddish, c'était « Pourquoi chanter en yiddish ? Le public n'est pas assez grand, et puis les chansons yiddish, c'est triste. » Ça, c'était l'argument massu. J'avais évidemment mis au point une batterie de réponses censée clouer le bec à ces gens-là. Mais aujourd'hui, je dois dire que je préfère cette question à celle un peu plus blessante. Vous chantez toujours ? Question pour laquelle j'ai aussi mis au point ma propre question, qui restera sans réponse. Pourquoi me demandez-vous cela ? Il y a toujours, chez ceux qui commencent à chanter en yiddish, la revendication du dépoussiérage, comme s'il fallait faire le ménage. Je l'ai revendiqué, moi aussi. C'est l'ordre des choses. Mais la mélodie yiddish, tout comme la langue yiddish, fait de la résistance. Elle résiste au temps et aux modes. Merci beaucoup Talila pour cette très belle évocation. Et bien sûr, je voulais vous parler de vos musiciens, mais vous les avez présentés bien évidemment avant ma question. Alors, une petite question cependant. J'aimerais que vous parliez un petit peu de vos choix de répertoire, parce qu'on a, comme on l'a vu, un éventail. Et pour quelles raisons avez-vous fait ces choix ? Les raisons sont très difficiles. La raison même de chanter en yiddish. On me demandait souvent pourquoi vous chantez en yiddish. Je ne savais pas que répondre, donc j'avais aussi une batterie de réponses. Enfin, en tout cas, une réponse qui était demandée aux psychanalystes, peut-être. Enfin, si, j'ai quelques... Je sais un tout petit peu pourquoi, mais pas très, très bien. Mes choix, je l'ai dit en parlant de Molly Picon, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours les chansons du théâtre musical yiddish, dont certaines me font penser à l'opéra de Katsu. Enfin, j'y voyais quand même quelques ressemblances, des chansons de cabaret où on peut jouer à la femme fatale, c'est sans doute ça aussi qui me plaisait. Les paroles ne sont pas toujours extraordinaires. Ce sont par exemple, vous avez un exemple avec la chanson de Molly Picon, Abby Gesund, qui, quand on l'a traduit
Il vaut mieux ne pas la traduire d'ailleurs quand on fait un spectacle parce que c'est un peu décevant. Du moment qu'on a la santé, tout va bien. Voilà, c'est un peu gênant de chanter ça. Mais la musique, je la trouve merveilleuse. Et effectivement, j'étais sensible aux musiques du théâtre musical yiddish américain. Mais j'aime aussi les poésies yiddish, et en particulier celles de Manger, qui ont été mises en musique par différentes personnes. J'ai cité Pigné Fogel tout à l'heure, qui est un camarade. Hein. Il a écrit une magnifique musique sur un poème de Manger. Eddie Schaff a écrit des musiques sur des poèmes de Manger. Et donc j'aime aussi interpréter ces poètes, parce que parfois on a envie de dire des choses de grands poètes yiddish et de faire connaître ces poésies, qui passent peut-être plus facilement accompagnées par la musique. Puis il y a aussi quand même votre goût prononcé pour le théâtre. Oui, mon goût pour le théâtre, je ne l'ai jamais fait en yiddish, hein, je l'ai fait en... Oui, mais on sait que le yiddish a trouvé refuge dans la langue française. Bien sûr, bien sûr. Et mon goût pour le théâtre, je le manifeste en tout cas. Je me suis rendu compte que c'était ennuyeux de traduire les chansons yiddish dans un récital de chansons. Ça fait un petit peu scolaire. Et je me suis dit que je pouvais très bien les introduire en racontant ma vie. C'est un peu moins scolaire. Ma vie n'est pas scolaire, donc, sauf quand j'étais prof de français. Et donc, c'est aussi faire du théâtre. C'est un mélange. Voilà, mélange théâtre, chanson. On les joue, les chansons, vous le savez, puisque vous chantez. On ne peut pas se résoudre seulement à interpréter des notes. D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'avait dit, quand j'étais très très jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps, il m'avait dit « ça ne suffit pas d'avoir une belle voix, faut aussi interpréter ». Ce que je faisais sans doute très très mal à l'époque. Et maintenant que j'ai moins une belle voix, j'interprète plus. Alors, est-ce que vous connaissez Laurent Grünspahn ? Oui, bien sûr, je le connais. Nous le connaissons, oui. Depuis des années, des années. Des années, avec grand plaisir, avec joie. Oui. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble ? Mais oui, nous avons travaillé ensemble, je ne sais plus quand, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et il n'y a pas si longtemps non plus. Et il n'y a pas si longtemps. Rappelle-toi, Céline Masson. Oui. Nous avons participé à un spectacle de Céline Masson, où tu avais composé des musiques. Oui, et puis j'avais composé également d'après une poésie de Pérel Alter, que tu as si magnifiquement bien interprété. J'avais oublié. Sédec de Marek Alter. C'est un film dans lequel Marek Alter montre finalement les gens bien, les gens de bien, et qui n'étaient pas juifs et qui ont sauvé beaucoup, voilà, de juifs, voilà. Dans toute l'Europe d'ailleurs. Donc je voulais te rappeler cela. Oublié. Et puis voilà, mais je suis vraiment... Enfin, tu voulais poser encore d'autres questions? Vas-y. Non, je suis vraiment très très honoré déjà d'être dans ce lieu de mémoire. C'est extrêmement important d'avoir d'être dans ce musée. La mémoire est importante. Je crois, vous avez parlé de mémoire, vous avez évoqué le yiddish. Pourquoi le yiddish? Pourquoi la chanson yiddish? Je crois que la chanson yiddish, c'est universel et ça nous permet de ne jamais désespérer. Et d'ailleurs, ce mot désespérer, il y a le mot espoir. Et quand on espère, moi je préfère le mot courage, d'être toujours courageux. Et je pense même aux résistants qui n'ont jamais désespéré et qui ont été toujours courageux. Donc le yiddish, c'est une langue de mémoire, comme ce musée, qui préserve cette mémoire, et je tiens à le dire. Et Dalila, je voulais aussi te dire toute ma gratitude, parce que quand j'étais plus jeune, je t'ai écouté avec le trio, hein, et je voudrais rendre hommage également à Teddy Lasry, un génie de la musique, que j'ai eu l'honneur de connaître un petit peu, voilà. Et pour moi, c'était un maître, un grand maître. Il savait tout faire, parce que le yiddish, c'est universel en ce sens que il y a tout dans le yiddish. Il y a à la fois la mémoire européenne, la mémoire de la République, la mémoire de la laïcité. Il y a la mémoire juive,
la mémoire chassidique, la mémoire aussi issue des traditions religieuses, la mémoire du respect aussi. Je crois que c'est très important. Et tu disais aussi pourquoi chanter en yiddish. Encore une fois, c'est voilà, une forme de résistance à l'oubli. On a besoin aujourd'hui de résister encore plus, enfin je veux dire autant aujourd'hui que bien malheureusement avant aussi, bien sûr. Et c'est une langue qui existe toujours, qui n'est pas morte, et grâce à des très très grands artistes. Donc j'ai évoqué la mémoire de Teddy Lasry, et tu as évoqué aussi Eddie Schaff et Pierre Mortarelli, oui, qui formaient le trio voilà, Yiddish Blues, c'est ça. Je peux te dire, là, un jour, j'ai dû, comme ça, rapidement remplacer Eddie lors d'un concert que tu avais donné au théâtre Sylvia Montfort. À l'époque, on appelait ça le carré Sylvia Montfort. Et alors là, mais je ne peux pas remplacer Eddie, c'est pas possible. C'est dingue, quoi. C'est incroyable. Donc j'ai écouté la cassette qu'ils avaient réalisée ensemble. J'ai écouté ça jusqu'à... J'en pouvais plus, quoi. J'ai écouté ça des heures en boucle sur une cassette. À l'époque, c'était des cassettes. Et qu'est-ce que fait Eddie à ce moment-là? Mais qu'est-ce qu'il fait, Teddy? Mais c'est formidable. Mais je les ai écoutés dans le jazz, dans la musique. Et tes disques aussi, exactement. Je les ai écoutés en boucle et tu m'as vraiment nourri. Je le dis d'une fond du cœur et modestement, j'ai été nourri par tes chansons, par ton âme. Et en même temps, Michel Taubert, voilà, parce qu'il y a deux Michel. Oui. Je peux te couper justement. Oui, voilà. Je voudrais, parce que je ne t'ai pas présenté, Laurent Greenspan. Alors je te dis tu, parce que évidemment, oui. Une complicité de temps et tant d'années. Laurent Greenspan, tu es pianiste, tu es compositeur, tu es professeur agrégé de musique. Et puis depuis toujours, on l'aura compris, tu es animé par l'envie de transmettre. Alors, tu as commencé merveilleusement à raconter comment tu as commencé à accompagner les chanteurs en yiddish. Oui. Et pourquoi la chanson yiddish? Toujours la même question lancinante. Toi qui as une formation musicale, on va dire ultra classique. Oui, tout à fait. Et je voudrais juste terminer. Non, mais tu as la parole maintenant. Par rapport à toute la vie musicale, moi, je me suis dit, je vais préparer quelque chose. Voilà, ces papiers, comme ça, c'est un petit peu à l'image, parce qu'on va évoquer également la mémoire de Jacques Grobert, ses chansons de Jacques Grobert. Et il avait des papiers comme ça, un peu, je ne savais pas quelle était la première page, la deuxième. Voilà, il apportait des chansons comme ça, et puis on a improvisé beaucoup. Je vais en parler rapidement de l'improvisation, mais avant tout, je voudrais honorer également Rosalie Becker, qui a, avec laquelle ma femme ici présente, Betsy, qui sont toutes les deux, Rosalie et Betsy, des immenses personnalités, parce qu'elles ont, jusque dans les années 2005, à peu près 2006, elles ont formé un duo extraordinaire, à la fois de yiddish, d'hébreu, et en même temps, et je vais revenir là-dessus, de français et d'anglais et de musique classique. C'est-à-dire que Mozart côtoyait le yiddish. Et c'est en cela que le yiddish est universel. On peut, à côté du yiddish, on fait un récital de yiddish, et en même temps, on l'a fait, Michel, pendant des dizaines d'années, chanter en français. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a cet accueil. Le yiddish, c'est l'empathie. C'est comme ma grand-mère disait, écoute, elle m'appelait Loulkelou, écoute Loulkelou, prends à banane pour la route, alors que j'avais une station de métro à faire, ou deux stations pour rentrer chez moi. Enfin bon, je dis, mais écoute, ça va. Oh non, tu es tout en sueur, tu as couru encore. Voilà, le yiddish, c'est ça, c'est s'occuper de l'autre aussi, savoir si l'autre est en bonne santé. Et quand mes grands-parents aussi, on a Michel Taubert, mais voilà. Mais Michel a évoqué Joseph Akron, c'est un très très grand compositeur. Je me souviens d'une image aussi, ce qui m'a donné aussi l'envie de faire quelque chose par rapport à non seulement la musique yiddish, la chanson yiddish, et tout ce qui concernait la musique juive, avec tout ce qu'elle comprend de culture musicale aussi.
il avait pris un petit disque 45 tours avec, je crois que c'était Davy Early, musicien, un grand violoniste des années 50-60. Il me dit, Laurent, je veux absolument que tu écoutes cette mélodie de Joseph Akron avant que tu repartes chez tes parents. Oui, Pépé, je lui disais, mais oui. Et là, j'écoutais cette mélodie, je l'ai encore dans les oreilles, et c'est cette mélodie aussi qui m'a nourri, voilà, comme m'ont nourri tous les interprètes. On va parler de Jacques tout de suite, mais tous les interprètes yiddish, autant Sarah Gorby que Violette Smayer, que j'ai accompagné aussi en yiddish et qui chantait également en français. Des chansons, ça allait de Léo Ferré, ça allait l'Affiche rouge, on en a parlé récemment. Toutes ces chansons de résistance, je crois que c'est très très important tout ça. Et moi j'ai été témoin, donc ce n'est pas un discours, on va dire, très construit que je vous présente, mais simplement quelque chose de très spontané, un petit témoignage, très modeste, mais en même temps, je tiens à le dire, parce que je crois que c'est très très important. Et voilà, je t'en prie, Michel. Oui. Rebondir. Tu peux me couper la parole, alors, bien sûr. Bon, faut dire pour le public ici présent, Laurent, que tu as un talent exceptionnel pour l'improvisation et que tes accompagnements, comme tes compositions, sont le fruit justement de styles musicaux extrêmement riches, extrêmement variés. Bon, tout le monde sait ici que le yiddish est de toute façon une langue de fusion qui agrège évidemment tout un tas de substrats linguistiques riches et variés. Et je vais me permettre de changer de casquette 2 secondes et de prendre celle de chanteuse yiddish, puisque j'ai eu le grand plaisir de travailler avec toi pendant un certain nombre d'années. Absolument. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était que pour une même chanson, chaque fois, l'accompagnement était nouveau. Voilà, je voulais juste évoquer cette petite chose-là. Et donc, tu parlais des chanteurs que tu as accompagnés, comme Violette Schmeyer, avec sa voix rauque, de chanteuse populiste, à la Damia, personnalité aussi du monde yiddish. Et donc Jacques Grobert. Oui, voilà, Jacques. Alors, juste avant encore d'évoquer Jacques, mais là, je vais être très, très encore plus bref. Je vais essayer, en tout cas, parce qu'on est toujours un tout petit peu hors sujet quand on parle de... Voilà. Mais... quand tu parles de compositeur et d'improvisateur, ça s'est fait d'une manière très... sans que je m'en aperçoive finalement. J'ai eu cette chance ou cette malchance d'avoir une formation classique, on va dire, classique entre guillemets. J'ai fait des études de piano classique, voilà, pianiste classique. J'avais l'habitude de partition. Donc, étudiant, moi j'avais toujours joué Schumann, enfin pas toujours, les choses pas trop difficiles. Alors je regardais du côté des leaders de Schumann, des accompagnements de leaders de Schumann et de Schubert aussi, qui était encore pour moi un peu plus facile. Lindenbaum, enfin bon, c'est pas si facile que ça, mais bon, parce que tu es également chanteuse classique. Voilà. On a eu le plaisir, en effet, pendant des dizaines d'années, de chanter à la fois autant du Mozart, du Schubert que du Yiddish, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'était un grand plaisir pour moi. Je regardais, puis en musicologie, pendant des cours, les partitions des accompagnements de Schumann, de ces grands génies, enfin de Schumann, en même temps que je jouais une fugue de Bach, etc. Bon, j'avais une formation classique. Et cette formation classique, pour moi, elle n'était pas du tout opposée à ce que j'ai découvert dans ma famille yiddish, dans ma famille juive. C'était la même chose, en même temps, c'était complètement différent. Il y a une sorte de dualité, de paradoxe, de cette acculturation entre la musique, on va dire la musique allemande, mais pour moi c'est pas de la musique allemande, c'est de la musique tout court finalement, et la musique yiddish. Parce que quand j'ai commencé, en effet, là je vais évoquer Jacques Grobert, mon ami Jacques Grobert, il arrivait comme ça avec des papiers, comme j'ai mis même du surligneur jaune pour les idées centrales, mais en fait, je m'en sers pas trop. Finalement, c'est pas grave, hein, tant pis. Ou tant mieux. Mais, et puis, déjà, il s'enquérait de ma santé. Puis il me disait, mais Laurent, mais ça va. Il arrivait chez mes parents, quand j'étais chez mes parents. Ça va, tu te sens bien, tu es tout pâle. Là, je suis encore tout pâle, c'est pas grave. Mais oui, Jacques, ça va, mais tu étais sûr qu'on peut répéter 1 heure? Et puis encore, à 8 heures du soir, on répétait encore. Et en fait, il arrivait avec des papiers, des morceaux de chansons, de poésie. J'ai même regardé l'étymologie du mot poésie, poème, qui est création.
Et Jacques, je me suis dit, mais comment Jacques parle yiddish déjà? Parce que moi, je comprenais une conversation courante de mes parents, mes grands-parents, paternels, parce que mes grands-parents maternels ont bien malheureusement été exterminés à Auschwitz. Donc je me sentais ce poids, cet énorme poids de la Shoah, bien sûr, et de ne pas... Je me suis interdit même de parler yiddish parce que c'était trop dur pour moi. Et là, je comprends une conversation courante, et je comprends une chanson d'une manière courante. Et puis si on me la traduit, pour moi, c'est encore mieux. Mais comment, Jacques, tu as osé, et si j'osais, composer, écrire en yiddish, de la poésie yiddish? Eh bien oui, Jacques, lui, il connaissait le yiddish parfaitement, et le russe aussi, l'anglais, le français, il était plus que quadrilingue. Il était professeur de collège et documentaliste, il connaissait beaucoup de choses. C'était quelqu'un mais pas seulement au niveau de la connaissance, c'est au niveau de son âme. Il arrivait chez mes parents et on habitait au 3e étage et je me demandais s'il ne s'était pas trompé d'étage. Quelquefois, il se trompait d'étage. Ah, Laurent, t'es pas au 4e. Donc, non, on était bien au 3e étage. J'ai eu l'impression que quand on commençait à travailler à 14 heures, on n'avait pas fini à 20 heures. Et puis, entre-temps, venait, comme tu l'as dit, Michel, Violette, venait Batia Baum aussi, venaient d'autres artistes, d'autres poètes. Et je ne faisais pas la différence entre des poètes et des chanteurs. Pour moi, c'était la même chose. C'était encore une fois, une école de Paris yiddish. Je le dis avec la distance que je peux prendre aujourd'hui. Je ne m'en suis pas aperçu. Mais on était un petit groupe, amateur, moins amateur, plus amateur, peu importe. Ce n'était pas le problème d'être amateur ou professionnel. C'était le fait de transmettre. Et Jacques l'a fait, puisque, en fait, son idée, je pense, comme il était professeur, il a été professeur et documentaliste, il voulait transmettre à sa fille d'abord, et puis aussi après à ses élèves, le yiddish. Et il a fait chanter yiddish dans une chorale, charade, je crois, c'est ça. Et on aura l'occasion, je pense, vous l'entendrez ce soir, charade. Et quand j'ai entendu ça, il m'a dit, est-ce que Laurent, tu acceptes que ton arrangement soit superposé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement au niveau de la technologie, c'était pas extraordinaire, mais il a superposé mon accompagnement dans une cassette à sa chorale d'enfants qu'il avait créée. J'ai été extrêmement ému. C'est d'abord l'émotion. Le yiddish, c'est d'abord l'émotion. C'est la transmission, mais c'est d'abord sur le plan émotionnel. C'est un déplacement du corps. Et de 14h à 20h, quand on répétait avec Jacques Grobert, on avait l'impression d'avoir... J'y pensais pas à l'époque, mais je me dis, quand j'écoute aujourd'hui quelquefois des podcasts sur la théorie de la relativité, parce que je ne comprends rien, mais en même temps, c'est parce que je ne comprends rien que j'aime bien l'écouter, on avait l'impression de dire E égale M, C, non pas au carré, mais au cube. Donc, c'était 2 fois la théorie de la relativité, 3 fois la psychanalyse, 4 fois, il a même composé des chansons en rap, il a chanté Al Capone, il a chanté du jazz, il a chanté à la fois des chansons en français et en yiddish, donc c'était des chansons bilingues, comme on dit aujourd'hui, ce qui est complètement nouveau. Mais je ne m'en suis pas aperçu sur le coup. Moi, j'étais épuisé après ces répétitions. Et d'autant plus que je lui dis, Jacques, il me semble que la dernière fois, on a répété en ré mineur. Oui, mais Laurent, on va essayer ré mineur. Donc j'essayais sur mon piano, ré mineur, tout ça. Non, tu peux un petit peu plus... Voilà, comme il ne connaissait pas la musique, lui, il avait cette chance de ne pas connaître la musique classique. Cette chance extrême, finalement. Mais moi, j'ai quand même eu cette chance, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, de connaître un petit peu les accompagnements des leaders de Schubert, Schumann, et puis voilà, de la musique classique. Donc je sortais de ça, et j'ai essayé de faire une symbiose entre... Et on l'a fait à Michel ensemble, avec grand plaisir. Ça allait de Bach... Debussy, même une chanson où je commençais par... je ne sais pas si c'était la 9e de Beethoven ou la pastorale de Beethoven ou une sonate de Beethoven qu'avait joué
le pianiste bon, voilà. En fait, voilà, un mélange, et je crois que ce mélange des cultures est très très important. C'est ce qu'a voulu réaliser, enfin, c'est ce qu'a voulu créer, mais Jacques, et je ne sais pas s'il en était totalement conscient, mais oui et non, on va dire, mais quand on crée, peut-être qu'on ne pense pas à ce qu'on fait. On est dans l'improvisation. Michel, tu disais très gentiment tout à l'heure, oui, voilà, bon, agrégé, pas agrégé, désagrégé, décomposé, désimprovisé. J'ai cherché, en fait, depuis le temps que j'ai eu mes petits diplômes, un petit peu de les oublier, certains diront de les transcender, je ne sais pas. Non, non, pas du tout. Je dis ça modestement. Chaque matin, je le dis vraiment avec du fond du cœur, je ne sais rien du tout et il faut tout réinventer chaque matin, après son petit café. C'est important, mais il faut réécouter tout le temps à la fois les grands maîtres de la musique dite classique, parce qu'eux ne se disaient pas ni baroque ni classique. J'ai eu une période où j'ai écouté tout le temps des cantates, on va dire, protestantes de Bach, mais je ne m'intéressais pas aux paroles de Bach. Hein. C'était luthérien, ça ne me disait rien du tout. Hein. Mais par contre, à sa musique, qui était un prétexte pour figurer des mots, tout simplement, des sonorités, ou des passions de Bach. Et alors justement, tu parles de passion. Oui. Alors, tu as raison, ce n'est pas les passions de Bach, mais c'est la passion. La passion de la transmission. Absolument. Ça, pour moi, ma dernière question, puisque avec Betsy, Michel, oui, ta compagne, également musicienne, tu as transmis à tes deux fils, William et Ben, cette passion en formant donc, entre autres, un spectacle musical sur la mémoire, le fameux quartet funambule. Le quartet funambule qui vient d'un hommage, d'abord, à ma maman, qui a été une petite enfant cachée en 1942, était rue de Saintonge. Elle a été sauvée grâce à des non-juifs. Et elle a eu le courage, je parlais du courage, de partir rejoindre sa famille, des cousins qui étaient près de Lyon. Et grâce à plusieurs personnes, dont un monsieur auquel je rends hommage dans un conte musical intitulé « À la recherche des étoiles ». Et c'est un conte en français, mais pour moi, avec des musiques, bien sûr, que j'ai imaginé à partir peut-être de chansons yiddish. Donc on est très proche de la chanson yiddish, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été influencés par la musique dite classique. Donc je ne fais pas vraiment de différence entre... Voilà, pour moi, la musique, c'est la musique. Et c'est pour moi un énorme honneur que de voir mes enfants jouer, continuer de faire de la musique. Et je me souviens un jour, il y a eu un hommage aux déportés à la grande synagogue de la Victoire, et j'ai pris la chanson Kinderjahren, donc il n'y avait pas les paroles, mais de Gebertig, Kinderjahren, mes années de jeunesse, que tu as si bien interprété, vous avez si bien interprété, Talila, Michel, et tellement connu aussi, beaucoup de petits-enfants des années 30 la chantaient, et je le dis avec beaucoup d'émotion. Et j'ai fait un arrangement un peu comme une invention de Bach, à deux voix, un peu comme le faisait Bach, et donc j'ai un tout petit peu fait une symbiose entre comme une invention à deux voix de Bach dans une fugue de Bach, et en même temps, tout en préservant l'esprit de la musique yiddish. Et mes deux enfants, William et Benjamin Greenspan, ont interprété cette chanson au violoncelle pour Benjamin, au violon pour William. Et là, ils continuent leurs études et ils jouent à la fois, ils passent de cette musique yiddish à Schoenberg, avec le Pierrot lunaire, qu'ils ont interprété il n'y a pas très longtemps en Belgique, et à Messiaen, à Dvorak, et en même temps, quelquefois, il me joue justement dans ce quartet funambule, parce que de ce conte musical dans lequel j'évoque ma mère, Hélène Greenspan, qui est une petite enfant cachée, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai extrait un spectacle qui s'appelle
le quartet Funambule à la recherche des étoiles, que nous avons produit plusieurs fois au Théâtre de la Vieille Grille, d'ailleurs, et dans lequel mes deux enfants, ma femme qui était au piano, parce qu'elle joue bien mieux que moi du piano, hein, voilà. Mais moi j'ai composé les parties piano et les parties violon et violoncelle, qui étaient extraits de ces chansons en français, mais qui étaient encore une fois empreints peut-être de la mémoire, j'en suis sûr même, de la mémoire du passé, de la mémoire du passé et du présent. Pour moi, le passé et le présent ne font qu'un. Et c'est une façon pour moi, encore une fois, d'avoir le courage de résister à l'oubli. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci Michel, merci Kalila. Alors pour terminer cette session, et avant d'aller prendre un petit café, je voudrais non pas terminer, mais ouvrir cette évocation de Jacques Robert, qui malheureusement n'est plus avec nous, disparu trop tôt. Donc Jacques Robert, vous l'aurez compris, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas connu, chanteur, compositeur, poète, oui. En un mot, et pour reprendre le titre d'une célèbre pièce de théâtre, le baladin du monde yiddish. Jacques Robert demeure présent par ses textes, par ses musiques, par ses interprétations, puisque l'IEMJ et Hervé Roten ont publié ce magnifique CD de Jacques Robert qu'on doit pouvoir trouver, j'espère, ici, à la librairie. Selon Bernard Weisbrot, Berl Weisbrot, professeur de yiddish et fils de Kive, un des fondateurs de la bibliothèque Médem en 1929. Bref, selon Bernard, Jacques Robert a dépoussiéré la chanson yiddish en l'actualisant. Il l'a intégrée à la culture française et non ghettoisée. Alors Jacques Robert est né à Paris en 1951 dans une famille juive polonaise émigrée. Il enseigne le russe, comme tu l'as dit. En 1978, c'est la rencontre avec la grande chanteuse bessarabienne Sarah Gorby à Paris, qui va lui donner des cours et va lui transmettre de nombreuses chansons de son répertoire yiddish, mais aussi russe et tzigane. On a dit que Jacques était professeur de russe, donc cette langue n'avait pas de secret pour lui. Mais Jacques va côtoyer aussi des chanteurs plus modestes, mais également transmetteurs, comme Ozer Kafka, pour ceux qui se souviennent. Et il va suivre la voie tracée par ces deux artistes. Au début des années 80, toujours sous l'impulsion de Berl Weisbrot, Jacques crée avec Violette Schmeyer, déjà citée, Batya Baum, notre grande traductrice, qui nous a quittés l'année dernière, et Paul Spiegelman, un acteur du théâtre yiddish, un groupe artistique que vont rejoindre Yitzhak Niborski, Hélène Engel, Catherine Grobert, épouse de Jacques. Le groupe présente à Paris et en province des spectacles de poésie yiddish, de chansons, et en 86 paraît, alors évidemment de loin, la cassette collective, le Pan Doré, qui a été enregistrée lors d'un spectacle à Strasbourg, en 84-85. Cassette collective. Laurent est au piano, Odile Lavaux à l'accordéon, Michel Gorlitsky à la guitare. Il y a un livret avec les traductions, avec la translittération, tout ce qu'il faut pour mettre à la portée du yiddishiste néophyte qui veut apprendre à chanter. Et chez Jacques, évidemment, tous ces mots de la langue vont éveiller ceux entendus pendant l'enfance et qu'il parle, lui, avec ses parents. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui ne parlaient pas forcément directement yiddish. Jacques, lui, maîtrise la langue et chanter en yiddish, c'est faire revivre, bien sûr, les disparus, les grands-parents. C'est aussi un défi collectif. Et surtout chez Jacques, ce qui est complètement innovateur, c'est les chansons contemporaines, qui parlent de notre vie, qui parlent de la psychanalyse, vous en entendrez un petit extrait ce soir aussi, qui parlent des sans-abri, qui parlent de la perestroïka, du Proche-Orient, tu l'as dit, Al Capone, etc., etc. Et je ne peux que vous conseiller, bien évidemment, d'acquérir, alors ça c'est à la Maison de la Culture Yiddish, le recueil de chants yiddish, de pas tous les chants, puisque Jacques en a composé 80, mais certains chants yiddish qui ont pu voir le jour, malheureusement en même temps que la disparition de Jacques. Lui n'aura pas vu cette partition, mais il y aura mis la dernière main. Oui. Donc chansons d'enfance, d'amour, d'errance, d'humour, chansons à caractère social. La plupart sont des compositions intégrales, même si, comme Laurent l'a dit, Jacques ne connaissait pas la musique, il chantait la musique et Laurent l'écrivait. Il écrit des poèmes en français, dont certains sont
pas exacte, mais la version, on va dire, parallèle des chansons qu'il composait en yiddish. On a des principes de poétique, association de mots, symétrie, jeu, sauf que dans son français à lui, on entend résonner, chanter le yiddish, justement. Et parfois prédomine le jeu de mots où, comme l'écrit Yitzhak Niborski, justement dans la préface de cette partition, l'auteur fait scintiller en même temps les lumières du yiddish, du français, du russe et de l'anglais. Donc multilingue, évidemment, les chansons de Jacques le sont, comme l'a toujours été la culture yiddish elle-même. Donc auteur de 80 chansons, d'une trentaine de poèmes, de nigunim aussi, d'air chassidique. Le titre de ce recueil, Chiriboim, ni Chiribim, ni Chiribom, ni Chiribam, mais Chiriboim, est un mot inventé par Jacques, évidemment, à partir de la célèbre onomatopée Chiribim, auquel il a ajouté le mot boim, l'arbre, une façon d'évoquer création et transmission. Et cette transmission, Jacques l'a mise en œuvre avec les enfants, pour lesquels il a écrit plusieurs chansons, dont la fameuse charade, dont le chat aux yeux bleus, qu'il a fait interpréter par une chorale d'enfants. La transmission passe également par l'atelier chanson de l'AITC, l'Association pour l'étude et la diffusion de la culture yiddish, ancêtre de la Maison de la culture yiddish, créée par Fanny Amiel, à laquelle je rends hommage, en 1986-87, et que Jacques va reprendre à la disparition de celle-ci et animer pendant 7 ans. Voilà, pour Jacques Robert, comme pour Laurent d'ailleurs, chanter en yiddish, c'est faire acte de résistance, lancer un défi, crier la vie. Nous vous remercions de votre écoute. Merci Michel. Merci Shaila. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci Shaila.